Bonjour et bienvenue dans le podcast de Alix et les machines. Le podcast qui n'a pas encore de jingle, si quelqu'un pouvait bien se dévouer, ce serait sympa. Merci. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités de choix, Saturne et Jupiter. Bienvenue. Salut Alix et salut à tous ceux qui nous écoutent. Trop contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Ça va être un super moment, j'en suis sûre. Bonjour Alix, et merci de nous avoir invités. C'est un plaisir d'être ici, même si je dois avouer que je suis un peu nerveux. Mais j'ai vraiment hâte de partager et d'échanger sur l'art contemporain avec vous. Jupiter et Saturne, c'est marrant. Vous vous connaissiez déjà? Ou c'est la première fois que vous vous rencontrez? Oh, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais j'ai l'impression de connaître Jupiter depuis toujours, avec tout ce qu'on partage comme passion. Ok, super. Alors la grande question aujourd'hui se porte sur l'œuvre brisée. Pour vous, ça signifie quoi? En parlant d'œuvres brisées, je ne peux pas m'empêcher de penser au kintsugi, cette technique japonaise qui consiste à réparer la céramique brisée avec de l'or. C'est fascinant parce que ça transforme littéralement les fissures et les cassures en parties les plus belles de l'objet. C'est comme une métaphore de la résilience et de la beauté dans l'imperfection. Exactement, Jupiter. Le kintsugi, pour moi, c'est comme une manière de penser nos blessures. C'est une belle leçon de vie, non? On prend ce qui est brisé, au lieu de le cacher, on le met en lumière avec de l'or. C'est une manière de dire que nos épreuves et nos cicatrices nous rendent uniques et encore plus beaux. C'est aussi la première chose à laquelle j'ai pensé en lisant Œuvres brisées. Ça me rappelle l'exposition qu'il y a eu en juin 2021 au Palais des Bannets, inspirée du kintsugi justement. L'exposition s'appelait L'art blessé. Ah, l'exposition L'art blessé. Oui, c'était une démarche vraiment intéressante. Elle a mis en avant comment l'art peut exprimer et transformer la douleur, la perte, en quelque chose de magnifique. C'est ce genre d'événement qui montre la force de l'art contemporain, son pouvoir de faire parler les silences, de révéler la beauté dans ce qui est généralement considéré comme brisé ou endommagé. C'est tellement vrai et ça rejoint ce que je ressens. Ces œuvres, elles parlent directement à l'âme. Tu ne trouves pas? Elles nous rappellent que même dans nos moments les plus sombres, il y a de la lumière, de l'espoir. C'est un peu comme dans la vie. Chaque épreuve a son doré, sa valeur, son enseignement. C'était une belle preuve de résilience, oui. Le domaine de l'art au Liban a été affecté par la catastrophe. Alors cette exposition mettait en avant les œuvres abîmées, non restaurées ou transformées. L'œuvre brisée peut être une forme de sérendipité, savoir accepter et composer avec l'imprévu par exemple. Absolument. Et cette idée de sérendipité dans l'art brisé n'est pas unique à cette exposition. Des artistes comme Cornelia Parker, qui travaille avec des objets écrasés et suspendus pour créer de nouvelles formes et significations, ou Doris Salcedo avec ses installations poignantes qui parlent de perte et de mémoire, utilisent ce concept de façon puissante. Ils nous montrent comment l'art peut non seulement survivre à la catastrophe, mais aussi en tirer une force et une beauté nouvelle. Et tu sais, en parlant de briser pour recréer, ça me fait penser à l'informatique, à cette idée de hack, où on introduit volontairement un élément étranger pour changer le fonctionnement d'un système. Comme dans l'art, c'est parfois en insérant un corps étranger, en brisant la routine ou le prévisible, qu'on arrive à créer quelque chose de totalement nouveau. On pourrait dire que c'est une forme d'art en soi, de prendre un concept, de le briser et de lui donner un tout nouveau sens ou usage. Ça ouvre des horizons incroyables, non seulement en technologie, mais dans tous les aspects de la création. Saturne, ce que tu dis me rappelle la fois où Banksy a détourné la célèbre peinture de Monet en y rajoutant des chariots de supermarché dans la rivière sous le pont. Le tableau s'appelle Show Me the Monet, si je me souviens bien. Oui, Show Me the Money de Banksy est un parfait exemple de détournement artistique. En ajoutant des chariots de supermarché et un cône de signalisation à la scène idyllique de Monet, Banksy critique la consommation de masse et la pollution qui affectent nos environnements naturels. Il ne change pas seulement l'aspect visuel de l'œuvre, mais il en détourne le sens pour questionner notre société. C'est cette capacité à transformer le sens originel qui marque la différence entre un simple acte de vandalisme et une œuvre d'art réfléchie. D'autres artistes comme Jeff Koons, avec ses adaptations de classiques en sculpture kitsch, ou même Yoshitomo Nara, qui reprend des éléments de la culture pop pour les intégrer dans un contexte plus sombre, jouent aussi sur ce terrain de la réinterprétation et du détournement. Intéressant! Mais du coup, est-ce qu'on pourrait considérer ça comme du faux, en quelque sorte? C'est comme si on jouait avec l'authenticité de l'œuvre originale, non? Pas vraiment, Saturne. Ce n'est pas du faux, c'est plutôt une forme d'hommage ou de critique, selon l'intention de l'artiste. Le faussaire cherche à tromper, à faire passer sa création pour celle d'un autre.
Ces artistes, en revanche, s'approprient ouvertement des œuvres existantes pour en changer le sens, tout en laissant claire leur intervention. C'est une démarche artistique légitime qui s'inscrit dans un dialogue avec l'histoire de l'art, plutôt qu'une tentative de tromperie. Attends, t'as pas tort en fait, Saturne. Est-ce que faire du faux, ce serait pas une façon de briser une œuvre? Tu sais, maintenant que j'y pense, dans l'univers des réseaux sociaux, le fake ou le faux prend une toute autre dimension. On voit tellement de contenus détournés, de parodies qui finissent par créer leur propre réalité. Et puis, il y a les mèmes, qui sont un peu le summum de cette logique. Une image qui devient virale, c'est souvent une image détournée, réutilisée, remixée à l'infini. Au début, tout le monde trouve ça drôle, ça crée du lien, mais à force de voir et revoir le même concept, le même mème, les gens finissent par s'en lasser. C'est comme si, en devenant trop populaire, en étant trop vu, le mème perd de sa substance et tout le monde finit par se désintéresser. C'est un peu le cycle de vie du contenu sur les réseaux. Naissance, apogée, saturation et puis désintérêt. C'est fascinant de voir comment une œuvre, ou même une simple image, peut être brisée par sa propre popularité. Qu'est-ce que t'en penses, Jupiter? C'est une observation très pertinente. Dans le monde de l'art, ce phénomène de répétition jusqu'à la saturation a aussi son parallèle. Prenez par exemple l'œuvre originale d'un artiste qui est constamment réinterprétée, parodiée ou même transformée en mème. Cela peut à la fois diluer son impact et en même temps augmenter sa reconnaissance. D'un côté, cela montre la force de l'œuvre, capable d'inspirer une multitude de réinterprétations à travers différents médiums. Mais d'un autre côté, cela peut aussi mener à une forme de banalisation de l'œuvre originale, où son sens profond et son contexte peuvent être perdus. C'est un double tranchant. La culture du mème, dans l'art comme sur les réseaux, reflète bien notre rapport contemporain à la création et à la consommation d'images. Tout est fluide, tout est sujet à réappropriation. Mais cela peut aussi conduire à une certaine superficialité. Est-ce que vous pensez que l'œuvre brisée marque la fin de l'œuvre dans certains cas, ou est-ce que ça la tue en quelque sorte? Il y a effectivement des cas où, une fois brisée, une œuvre peut être considérée comme détruite, son essence originale perdue à jamais. Prenons l'exemple de l'artiste qui crée avec l'intention de choquer ou de provoquer. Si l'œuvre est ensuite vandalisée ou modifiée, cela peut en altérer la signification, la rendant méconnaissable, voire inutile selon l'intention initiale. Mais, comme nous l'avons évoqué avec l'exposition « L'art blessé », tout dépend de ce que l'artiste choisit de faire avec cette brisure. Si l'intervention sur l'œuvre brisée la transforme en quelque chose de nouveau, alors peut-être que cette fin n'est pas une mort, mais plutôt une renaissance, une évolution vers quelque chose de différent, mais tout aussi significatif. C'est une perspective super intéressante, Jupiter. Mais tu sais, ça me fait penser, peut-être qu'en restaurant les œuvres, en essayant de les ramener à leur état original, on brise en fait le chemin qu'elles étaient censées prendre. Comme si en effaçant les marques du temps, les accidents, on empêchait l'œuvre de raconter son histoire, de porter ses cicatrices. C'est comme si on refusait de laisser le destin marquer ses œuvres, de leur permettre d'évoluer avec le temps. En quelque sorte, en voulant préserver l'œuvre, on pourrait aussi l'empêcher de vivre pleinement son histoire, de devenir quelque chose de plus grand, marqué par l'histoire et l'expérience. C'est pas faux. On sait que certains grands tableaux sont en train de s'altérer avec le temps. Imaginons qu'on tente de les garder intacts en repeignant par-dessus à l'infini. Au final, qu'est-ce qui va rester de la touche de l'artiste? Exactement. C'est comme si on essayait de briser l'enchaînement naturel entre l'artiste et le temps qui est censé continuer d'agir sur l'œuvre, de la faire évoluer. En repeignant dessus, on fige l'œuvre dans un état qui n'était peut-être pas destiné à être éternel. C'est un peu comme tenter de maintenir quelqu'un en vie artificiellement sans accepter le cours naturel des choses. Peut-être qu'au lieu de cela, on devrait simplement archiver ces œuvres, les conserver telles quelles, accepter leur dégradation comme partie intégrante de leur histoire et de leur beauté. Je comprends ce point de vue, Saturne, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il est crucial de conserver notre patrimoine artistique pour les générations futures. Oui, les œuvres d'art vieillissent et se transforment, mais c'est notre responsabilité de préserver autant que possible leur intégrité originelle. Cela ne signifie pas nécessairement repeindre dessus à l'infini, mais utiliser des techniques de restauration qui respectent l'esprit de l'œuvre. Il est important de trouver un équilibre entre la conservation et le respect de l'évolution naturelle de l'œuvre. Les techniques modernes de restauration s'efforcent justement de maintenir ce fragile équilibre, en préservant l'œuvre sans en altérer l'essence.
Vous avez entendu parler du projet de rénovation de la pyramide de Mykérinos? Ça fait polémique en ce moment. Les autorités égyptiennes prévoient de recouvrir la pyramide de granit comme lors de la construction initiale, afin de restaurer l'édifice. Alors est-ce que ce serait briser l'œuvre du temps? Ou est-ce que c'est le temps qui a brisé l'œuvre originale qu'on cherche à réparer? Waouh, c'est un cas fascinant. À mon avis, c'est un peu des deux. D'une part, le temps a clairement brisé l'œuvre originale en érodant le granit qui recouvrait la pyramide. D'autre part, en tentant de restaurer l'édifice à son état d'origine, on pourrait dire qu'on brise l'œuvre du temps. C'est une sorte de dialogue entre le passé et le présent, où on décide activement de quelle histoire on veut que l'édifice raconte. C'est une question délicate, car en recouvrant la pyramide de granit, on efface des siècles d'histoire naturelle et humaine qui se sont imprimés sur elle. C'est un peu comme choisir entre la valeur historique et la fidélité à l'original. C'est une démarche complexe, effectivement. Restaurer la pyramide de Mykérinos à son état d'origine peut être vu comme un effort de préservation de notre patrimoine culturel. Une tentative de rendre hommage à l'ingéniosité et à l'art des bâtisseurs originaux. Mais comme Saturne l'a dit, c'est aussi effacer une partie de l'histoire de l'édifice. Cela soulève la question de savoir jusqu'où nous devons aller dans la restauration des monuments anciens. Est-ce qu'en rendant à la pyramide son aspect d'origine, nous créons une réplique ou préservons-nous l'authenticité de l'œuvre? C'est un débat qui touche à la fois à la conservation, à l'histoire et à l'éthique. Finalement, la question de l'œuvre brisée pourrait se poser à l'infini. C'est une question vraiment vaste. Absolument. La question de l'œuvre brisée est infiniment complexe et riche. Ce qu'on pourrait retenir de notre discussion, c'est que chaque intervention sur une œuvre, que ce soit par le temps, l'homme ou la nature, fait partie de son histoire et de son évolution. Que l'on parle de restauration, de réinterprétation ou de détournement, l'important est de trouver un équilibre entre respect de l'intégrité originelle de l'œuvre et acceptation de sa transformation au fil du temps. Il s'agit d'une réflexion continue sur la valeur, le sens et la conservation de notre patrimoine culturel. Juste avant qu'on finisse, il y a un truc auquel je pensais mais qu'on n'a pas vraiment abordé. C'est l'idée que parfois, c'est justement en brisant volontairement une œuvre qu'on lui donne une nouvelle vie, un nouveau message. Comme les artistes qui cassent leurs créations pour les intégrer dans de nouvelles œuvres, ou même les actes de vandalisme qui, dans certains cas, deviennent des actes politiques ou artistiques forts. Ça montre bien que l'acte de briser peut aussi être un acte de création, ajoutant une couche supplémentaire à notre débat sur l'œuvre brisée. Comme l'étudiant qui a mangé la banane de Maurizio Cattelan. Exactement. Oui, c'est vrai. L'acte de cet étudiant qui a mangé la banane de Maurizio Cattelan peut être vu comme une forme de participation à l'œuvre, voire même comme une extension de celle-ci. En mangeant la banane, il n'a pas simplement brisé l'œuvre au sens littéral, il a ajouté une nouvelle dimension à sa signification. Cet acte pourrait être interprété comme une performance en soi, remettant en question les notions de valeur, de pérennité et d'art éphémère. Cela illustre parfaitement la complexité de l'œuvre brisée. Une intervention extérieure, même destructrice, peut enrichir l'œuvre, en changer le sens, et même, d'une certaine manière, la compléter. C'est un bel exemple de la manière dont l'art continue de vivre et d'évoluer, même après ce qui pourrait être perçu comme une fin. C'est bien comme conclusion. Saturne, tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Je pense qu'on a couvert pas mal de terrain. Ok, parfait. En tout cas, je vous remercie encore à tous les deux et à nos auditeurs. N'hésitez pas à liker et... Tu sais quoi? Non. C'est mieux si c'est toi qui le fais, Jupiter. Bien sûr, merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, partager et nous laisser vos commentaires. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Restez à l'écoute pour plus de discussions passionnantes. À la prochaine.